Allez, on est parti. Eh bien, bon, bonsoir, merci, bonsoir à toutes et à tous. On est donc du coup assez nombreux ce soir. On est très content de faire ce webinaire avec Skander et Xavier. Petit point logistique, donc vous avez vu le chat. Si il y a besoin de faire un petit coucou et surtout poser des questions, n'hésitez pas, mettez vos questions sur le chat. Euh, En fin de session, on va avoir un quiz. Donc, restez bien jusqu'à la fin sur ce quiz parce qu'il y a quelques surprises et notamment des AirPods à gagner. Donc, voilà pour le quiz. On aura aussi une démo et on va jouer à Minecraft et puis on va essayer d'illustrer un petit peu le concept de ce soir au travers de cette démo Minecraft. Et voilà, je pense que ça va être un super moment. De mon côté, je me présente. Moi, je suis Jérôme Baud, je suis ingénieur chez Cast. Et puis, je vais laisser mes collègues se présenter. Alors, on a un invité spécial, Xavier, qu'on présente plus, mais peut-être que je te laisse te présenter quand même, Xavier. Je vais dire deux mots quand même. Merci pour l'invitation déjà. C'est vraiment ultra sympa de pouvoir se rencontrer déjà, discuter avec la communauté aussi. J'ai fait, pour les gens qui suivent un petit peu la chaîne, donc je suis youtubeur pour les gens qui ne me connaissent pas. Et j'ai fait une petite playlist aussi que vous pouvez retrouver, alors dédiée à Castillai, mais avec la construction autour de Castillai pour son utilisation d'un pipeline en fait de collecte de données, de crypto par exemple, avec des outils qu'on déploie dans Kubernetes, avec du ClickHouse, etc. Plein de trucs un petit peu à la mode, on va dire. Donc du coup, voilà, c'était l'occasion de discuter de tout ça. Et bien sûr, ouais, je suis passionné de Kubernetes entre autres. Voilà. Donc je te laisse la main, Skander, si tu veux te présenter également. Merci Xavier, je suis Skander Billy, j'occupe le poste ingénieur avant-vente chez Cast. Je suis dans la même équipe avec Jérôme et je suis ravi d'être dans ce webinaire. J'ai hâte de savoir quelles sont les questions et n'hésitez pas à poster vos questions. Super. Donc aujourd'hui, je laisse Jérôme peut-être faire une petite intro Non, vas-y, Skander, ou- je pense que tu peux y aller. Super. Donc aujourd'hui, nous allons discuter de la nouvelle fonctionnalité que CAS vient de sortir, ça s'appelle Container Live Migration, la migration live des conteneurs entre les nœuds. Je dis bien entre les nœuds, c'est pas entre les deux clusters. Et comment ça se fait techniquement? Et c'est quoi les avantages ou la valeur ajoutée de migrer des conteneurs entre les nœuds sans aucun downtime, sans aucun redémarrage et sans aucune interruption. Donc, euh, la fonctionnalité Container Lab Migration, ça doit être mis dans le contexte de optimisation et automation de Castillai. Donc, tout d'abord, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Castillai, Castillai, c'est un SaaS qui permet d'automatiser, optimiser les clusters Kubernetes. C'est un node autoscaler et workload autoscaler. On va essayer de réduire le gaspillage de ressources sur les nœuds, faire de right sizing sur les workloads pour générer du saving. Donc, notre produit, c'est un produit qui est basé sur en fait, des fonctionnalités particulières. Et la dernière fonctionnalité, c'est Container Lab Migration. On supporte tout type de cloud. Ça peut être GKE sur Google Cloud, IKS sur AWS, AKS sur Azure, et aussi les cloud providers, pardon, et les infra on-prem ou Kubernetes tourne on-prem. Ça peut être aussi intéressant. Et là, vous voyez par exemple dans le slide l'impact de Cast, before and after. Donc, on voit bien le delta entre ce que les clients demandent en termes de request par rapport à l'infra provisionné et l'impact de Cast en termes de beam packing. Parce que tout simplement, on fait de beam packing, d'instance selection et de spot management. Donc, je laisse peut-être Xavier expliquer l'avantage d'un. En fait, ouais, moi, pourquoi on s'est rencontrés, pourquoi on en a parlé déjà avant? Parce que pour moi, en fait, ça fait plusieurs entreprises où je passe où le constat est toujours un petit peu le même. En fait, pour moi, il y a des piliers dans la Kubernetes. Il y a le déploiement. Alors ça, tout le monde y va pour le déploiement, ça c'est clair, pousser le plus vite possible.
On a également derrière aussi facilité et donné la main aux développeurs. Donc ça aussi, c'est assez cool. Et pour moi, il y a un pilier aussi qui est assez essentiel, c'est, on va dire, la mutualisation et le fait de densifier, le fait de pouvoir mettre le plus d'applications possible en fait sur un nombre de serveurs limité. Alors à la fois pour les coûts, pour les impacts, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez important quoi pour les entreprises. Et en fait, en passant de différentes entreprises à différentes entreprises, c'est le point qui est souvent mis un petit peu sous le tapis, quoi, en fait. Sauf au moment où on commence à se dire ah ça coûte un petit peu d'argent. Et puis si on comparait un petit peu par rapport à avant ce qu'on avait en legacy on-prem sur VM ou machine physique, on s'aperçoit qu'en fait la consommation, si on n'y prête pas attention, va être presque même supérieure à avant, quoi, en fait. Ce qui est un peu un comble hein, finalement, puisque Kubernetes, c'est quand même le but, c'est d'empiler du pod hein, quelque part. Et il est pas rare du tout. Enfin, on a déjà évoqué tous ensemble là, mais de voir effectivement des clusters qui sont pas occupés à plus de 10 à 30% quoi en fait de leur capacité, ce qui finalement, alors le but c'est bien sûr de pas les saturer pour avoir quand même une forte résilience qu'en fait, mais voilà, l'utilisation du cluster est quelque chose quand même d'assez assez important. Et alors, du coup, effectivement, la solution d'aujourd'hui, je pense, est aussi elle-même assez intéressante parce que dans les contraintes, justement, pour pouvoir avoir une sorte de malhabillité dans tout le cluster, pouvoir bouger facilement des pods et pouvoir densifier, bah, faut pouvoir placer facilement certains pods qui sont peut-être un petit peu legacy. Et ça, on va en parler, je pense, aujourd'hui. Donc, je te redonne la main, Skander. Voilà un petit peu Je vois mon des avis. questions, je voulais des questions sur, par rapport à la différence de Carpenter. On va peut-être développer c'est quoi la différence pendant la présentation, mais c'est une très belle question. Qu'est-ce que CAS présente par rapport à Carpenter? Ça, c'est déjà Container Migration, c'est une des fonctionnalités que Carpenter ou AWS ne peut pas faire, mais on va voir c'est quoi les détails en fait, en détail. Super. Donc là, on va partir de l'automation. Pourquoi l'automation, c'est important? En fait, si on parle avec les équipes DevOps, ils passent beaucoup de temps à, je veux dire, à bricoler sur le type d'instance, à right-saisir les workloads en mode firefighting. C'est-à-dire, on va saisir les workloads sur un worst-case scénario. On va mettre 4 CPU, mais l'Nginx ou le deployment, il fait que 0,2 ou 0,1. Peut-être quelques pics à 3, mais pas 5. Donc, on voit la complexité de gérer Kubernetes de Et point. dans le temps en plus. C'est ça qui est. Parce que souvent on le fait one shot quand en fait on va déployer l'outil, mais il faudrait revenir 3 jours après voir ce qui se passe, puis revenir 3 mois après, et puis tout le temps un cycle de vérification quoi. Ouais. Exactement. Donc, du coup, c'est quoi les décisions qui sont prises par les DevOps? Mettre le type d'instance. Sur Carpenter, on va identifier, on va peut-être préfigurer le Compute Family, C5 Family, M Family. Tout ça, c'est de temps et c'est de l'effort. Mais pas que ça. La partie workload right sizing, elle est aussi compliquée. VPA, parfois, n'est pas efficace. C'est de right sizing qui se base sur un threshold statique. Les workloads sur Kubernetes, ils sont des workloads spiky. Il y a des patterns, il y a des workloads qui demandent un plus de ressources, il y a des workloads qui sont overprovisionnés, et aussi la complexité de spot. Parce qu'il y a 250 types d'instances sur AWS, c'est presque impossible de dire quel type d'instance est le plus optimal. Et si on a une notification spot de la part de AWS, 120 secondes, c'est pas en fait suffisamment de temps pour créer de la capacity en stand-by. Donc, CastAI, c'est l'outil qui permet de éliminer cette complexité parce que c'est l'automation qui va tout gérer, qui va gérer la partie instance selection, la partie beam packing, le fait qu'on va compacter le cluster, le fait qu'on va supprimer la capacité qui n'est pas nécessaire, et aussi la partie workload right sizing. Dans le cas des spikes, dans le cas des surges de trafic, comment on va réagir s'il y a un OAM kill? Est-ce que c'est un truc à la Manos? Non, on ne fait pas ça parce que c'est de automation qui tourne chaque 15 secondes. C'est-à-dire, c'est l'outil qui prend des décisions chaque 15 secondes. Ça, c'est très important. Après, est-ce que Kubernetes, la question qui se pose maintenant, peut-être je veux revenir à Xavier, est-ce que Kubernetes, il est by default efficace ou pas? Efficient ou pas? Et là, on a un petit peu à jouer. Ouais, si vous voulez, Ouais. alors dire voter, c'est pas voter, c'est en fait avoir des retours, des feedbacks justement par rapport à cette utilisation de cluster. C'est extrêmement intéressant en fait à avoir et je pense qu'en fait c'est vraiment une hygiène
Quand on adopte Kubernetes, c'est une hygiène à adopter, hein, cette gestion des ressources, et qui est difficile à tenir dans le temps et qui consomme du temps humain en fait à réaliser. Et comme tu le disais, en plus, suivant les workloads, il faut vraiment avoir plein, quoi. C'est vraiment une matrice assez complexe, hein, en tête à avoir. Déjà, rien que pour sizer comme il faut les requests, les limites, c'est un exercice, mais en plus, resizer les instances comme il faut. J'ai déjà fait par le passé, je me forçais à le faire toutes les semaines. C'est pas un exercice méga plaisant au bout d'un moment. Allez-y, n'hésitez pas à voter. On me dit qu'il y a 50% de votants. Essayons d'améliorer un petit peu ce score et puis on va regarder quels sont les résultats. Je suis en train de répondre à Yohan en chat là. Je pose quelques réponses en chat. Ok. Si les gens veulent voir d'ailleurs Castéi en mode read-only gratuit, même en local, c'est-à-dire que moi je l'ai lancé la toute première fois où j'ai lancé, c'est que j'ai pris mon laptop, j'ai fait mes clusters comme je fais d'habitude avec du Vagrant, etc. J'ai installé Castéi dedans et on le voit remonter dans l'interface graphique et on a tous les workloads à l'intérieur, etc. Alors, bien sûr, on n'a pas en rebalance, bien sûr, mais en tout cas, on a le retour avec toutes les métriques, etc. Les réponses, elles sont intéressantes. Donc, on voit 47% des réponses, c'est entre 20 et 40%, 25% entre 40 et 60, et seulement 11% au-dessus de 60. Selon les dernières analyses faites par Cast, on a scanné 10 000 clusters. Si un cluster qui a plus de 50 CPU, on n'utilise que 13% de CPU. C'est-à-dire presque la moyenne, elle est 13%. C'est-à-dire, et imaginons le nombre de ressources qui est gaspillé. Et ça, c'est l'équivalent en argent aussi, parce que c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Et ça, c'est parce que tout simplement, c'est compliqué de faire de right sizing sur le workload et de maintenir un cluster avec un bon pin packing. Ça, c'est déjà un problème à résoudre. Ah, Euh, effectivement, question, on parle de CPU et il y a aussi le ratio effectivement CPU mémoire. Alors c'est pas un ratio CPU mémoire, mais c'est que souvent il est plus facile de consommer de la mémoire en fait dans Kubernetes. Ça va dépendre des workloads vraiment, hein. Quand on est dans des infras de data, tantôt ça va être du CPU, tantôt ça va être de la mémoire, etc. Et en fait c'est vraiment un jeu d'équipe qui est pas forcément évident à réaliser parce qu'en plus on n'a pas la main sur les applicatifs, justement la catégorie d'applicatifs qu'on va déployer. Du coup, ça rend l'exercice un petit peu délicat. Alors, une des variables importantes aussi, c'est la taille des workloads qu'on va faire tourner. Le but de Kubernetes, c'est d'avoir des petits workloads pour pouvoir faire, comme sur un jeu de Lego, hein, plus les briques sont petites, plus on va pouvoir les repositionner facilement, les scaler et les adapter facilement, mais plus elles sont grosses, plus ça va être délicat. Je pense que c'est notamment aussi l'intérêt un peu de la migration à chaud aussi également, quoi. super. Je peux passer au slide suivant? Ok, donc c'est ça ce qu'on a récemment sorti dans notre benchmark Kubernetes. On sort un benchmark tous les 6 mois. La moyenne d'utilisation sur des clusters, c'est 10%, moins 23% par rapport à l'année dernière. La mémoire, elle est un peu plus importante par rapport à l'année dernière. L'année dernière, c'était entre 18, là, cette année, c'est 23%. Et ça montre à quel point on fait du gaspillage de ressources. C'est 10 fois, c'est-à-dire 10 fois la ressource qu'on paye au cloud provider par rapport à la ressource utilisée. Donc maintenant, pourquoi CLM? Pourquoi Container Lab Migration? Ça, c'est très important. Et qu'est-ce que en fait, ça représente? Techniquement, KCI est capable de migrer, je dis bien, de migrer un workload entre deux nœuds dans le même cluster. Dans le même cluster. Et ça, sans démarrage, sans restart. C'est l'équivalent de vMotion chez VMware. Vous connaissez le concept vMotion, le fait qu'on arrive à bouger une machine virtuelle d'un ESXi host vers l'autre sans couper la connexion. Et en fait, c'est toute une technologie qui permet de copier la mémoire et tout. Nous, on fait exactement la même chose, mais sur un cluster Kubernetes. Donc, on va bouger les workloads, les conteneurs, ça peut être stateful set, ça peut être job, ça peut être deployment, entre deux nœuds sans démarrage. Et pourquoi on a fait ça? C'est quoi le problème? Donc, on s'est rendu compte que les stateful sets qui sont sur Kubernetes, ils ont toujours un problème d'uptime. Donc, ils ne peuvent pas tolérer un restart. C'est des MongoDB, ça peut être des workloads Java.
ils sont très sensibles au démarrage. On ne peut pas les bouger ces workloads vers Spot. Les spots sont 70% moins chers, mais il y a toujours un risque d'interruption. Et pendant le démarrage des stateful sets, il y a une aussi perte de données, ou parfois une corruption de données. Donc, on s'est dit, il faut qu'on trouve une solution pour optimiser ce genre de workload sans impacter la performance et la stabilité. Ça, c'est la première problématique. Deuxième problématique, on trouve des nœuds qui sont à moitié vides ou à moitié pleins, on va dire. Donc, gaspillage de ressources sur les nœuds, mais peut-être un stateful set à 2 CPU qui bloque l'éviction d'une machine à 64 CPU. Et on peut rien faire, parce que tout simplement, le beam packing de cast, by design, il touche pas ce genre de stateful set. Ils sont pas evictable. Donc, du coup, même sur Carpenter, on met un label de not disturb. Et du coup, on se trouve avec des clusters fragmentés. C'est-à-dire, il y a beaucoup de fragmentation, ségrégation, je veux dire, entre les nœuds, on ne peut pas compacter. Et la troisième problématique, c'est la plupart des DevOps et des SRI, ils sont en fait en mode firefighting pour trouver une sorte de équilibre ou balance ou compromis entre performance, stabilité, uptime et aussi compliancy. Donc, on a du mal à aider ce genre de personnes à trouver l'équilibre. Parce que tout simplement, ils vont sacrifier leurs ressources pour avoir un peu, c'est-à-dire, ils vont soit sacrifier le coût pour améliorer la performance, soit l'inverse. Vous voyez? Donc, c'est ça les trois. J'ai un exemple, c'est aussi pour illustrer un petit peu la chose que j'ai vu dans plusieurs entreprises, par exemple. Alors c'est un cas un peu spécifique, mais en vrai, quoi, il y a souvent beaucoup de concepts qui sont mis de côté et qu'on se prend un petit peu dans la face au moment de la production. Par exemple, si on prend RabbitMQ pour les gens qui connaissent, RabbitMQ, c'est pas parce qu'on a un cluster RabbitMQ sur un cluster Kubernetes, c'est pas parce qu'on a trois instances RabbitMQ que on a de la haute disponibilité. En fait, si on ne définit pas, par exemple, un type de queue type quorum queue qui permet de faire de la haute disponibilité, donc de la réplication de la queue sur différentes instances, où là, on a de la haute dispo, là, OK, ça marche bien. Et du coup, si on fait un upgrade, par exemple, du cluster Kubernetes, ben, on peut presque fermer les yeux et se dire, OK, le RabbitMQ, il va le supporter sans problème. Le problème, c'est que, pour l'avoir vu dans différentes entreprises, c'est que les développeurs parfois poussent, et assez souvent par défaut, les queues de type classique, par exemple. Et du coup, les queues de type classique, bah, le jour où vous voulez upgrader votre cluster Kubernetes, bah, le workload qui fonctionne dessus, qui est RabbitMQ, même si vous êtes en mode cluster, en fait, bah, la queue qui est en question n'est pas répliquée, donc ça veut dire downtime, puisque vous allez avoir le moment de restart de l'instance en question. Et je pense que là, du coup, bah, en cas d'upgrade du cluster Kubernetes, bah, une migration à chaud du pod RabbitMQ, par exemple, alors bah, bien sûr à regarder avec détail, hein, mais peut permettre derrière de, on va dire, de balayer un petit peu d'un revers de main. Alors ça ne doit pas faire en sorte d'être un moyen de contournement définitif, parce que derrière la bonne solution serait d'adopter la haute dispo fournie par RabbitMQ, hein, donc les Quorum Queue, mais derrière, ça permet quand même de pouvoir bah, éviter de se mettre des bâtons dans les roues et faire en sorte de quand même apprécier Kubernetes pour son côté smooth quand on fait des upgrades, etc. Et éviter de prendre trop en compte les workloads qui fonctionnent dessus. Sinon, on revient finalement à ce qui existait avant-guerre, on va dire, avec les systèmes ultra stateful qui tournent sur Kubernetes, quoi. Super. Je passe au slide suivant parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à couvrir. La démo aussi qui est importante. Donc, la solution, c'est Container Migration. C'est cette migration en live de conteneurs. Le but, c'est pouvoir optimiser ces stateful sets sans impacter la stabilité et la performance, faire une sorte de transition seamless, smooth entre les nœuds, garder un uptime toujours cohérent et surtout éliminer cette fragmentation de ressources. Et pourquoi pas aussi bouger quelques workloads vers Spot, parce qu'en fait, Cast propose un mécanisme de gestion d'interruption de Spot. Et maintenant, dans notre autoscaler, si le workload il est candidat pour faire de container lab migration, il peut aller sur Spot sans aucun démarrage. Donc, c'est déjà un truc qui va venir dans notre roadmap. Et aussi, pouvoir right-sizer le workload, changer la request sans démarrage grâce à la fonctionnalité in-place right-sizing. Mais aussi, pourquoi pas, si on change la request, on va changer la machine, on va changer la machine sans démarrage. Donc, ça va aussi ouvrir beaucoup de perspectives en termes d'optimisation. C'est un frein, je veux dire, sur quelques workloads, mais là, on commence à débloquer avec CLM, on commence à débloquer pas mal d'optimisation et de saving. Toujours, n'hésitez pas à poster des questions dans la partie chat.
How does it work? Ça, c'est le plus important. Donc, je vais peut-être donner une intro au niveau, après, je vais peut-être entrer dans les détails. On a un pod avec l'IP 192, 168, 115. Le nom de pod, c'est FO123. Ça, c'est la note 1. Cette machine, elle est gérée par caste. Parmi les conditions pour que ça fonctionne, il faut que la machine soit gérée par caste. C'est pas Carpenter, c'est pas une machine AWS, ici tout. Une machine créée par l'autoscaler caste. Et cette machine, on va déployer un CRD, on va migrer le workload. Donc, la migration commence et vous allez voir un truc intéressant. Tout simplement, les deux machines doivent être sur la même availability zone. Donc, on ne peut pas migrer un workload sur des subnets différents. Il faut que ce soit sur la même subnet. Ça, c'est une condition. Et là, on va garder l'IP. On va aussi migrer l'IP de pod. Donc, elle est la même. Mais une limitation chez Kubernetes, on ne peut pas garder le même nom. Donc, tout simplement, on va rajouter clone-1 pour dire que ça, c'est un pod cloné, un pod migré. Mais la migration démarre sans aucun démarrage. Et du coup, on passe après, on fait un acte, on passe l'information au CRD que ça, c'est un pod qui est déjà up and running. Et on supprime le premier. Donc, c'est une sorte de transition. On va entrer dans le détail. On va cloner le pod, on garde l'IP. Il faut que ce soit sur le même subnet, sur le même availability zone. Et on fait la transition smoothly. C'est-à-dire, il n'y a pas de démarrage. Mais techniquement, c'est quoi? Castilla, il va déployer des daemon sets sur ces nœuds, ça s'appelle Castilla Live, ce sont des daemon sets partout. Il y a un contrôleur qui va piloter toute cette partie de migration et on se base sur un principe qui s'appelle crew. Et ça, c'est très important pour vous. Ça, c'est toute la magie, elle est là. Crew, c'est quoi? Crew, c'est ce qu'on appelle en anglais Checkpoint Restore in User Space. C'est un petit software Linux qui permet de friser un conteneur qui tourne ou une application et friser aussi l'état de disque. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à cloner le workload, copier la partie mémoire entre deux nœuds sans couper la session TCP. Et cette connexion TCP reste persistante parce qu'on va forker le CNI de AWS. Donc l'intelligence de cast, c'est pas seulement la partie crew, mais l'intelligence à gérer la partie réseau. Et du coup, le pod maintient la même IP, mais juste il change de nom, c'est tout. Mais il n'y a aucun restart pendant la phase de transition. Ça, c'est techniquement comment ça se passe. Xavier, tu veux commenter? Tu veux rajouter quelque chose ici? Non, non, justement, moi, c'est vraiment la curiosité, c'est le maintien des connexions TCP. Alors, je sais que ça existe sur historiquement en fait sur Linux hein, et par le noyau, que c'est assez tricky à faire. En fait, quoi, c'est pas quelque chose qu'on produit facilement. De même que bah, la copie mémoire. Et tu parlais de vMotion tout à l'heure. Effectivement, c'est le meilleur exemple en fait. Et je trouve, ouais, dans Kubernetes, je trouve la solution qui, alors, c'est anti-pattern en fait de Kubernetes quelque part parce qu'en fait, on doit se dire en fait ces problématiques-là doivent être résolues plutôt côté applicatif, développement applicatif qu'en fait. Mais malgré tout, en fait, dans les entreprises, il reste souvent des workloads où on a ces problématiques-là. Et de la même manière, j'aurais bien aimé l'avoir, par exemple, quand j'ai fait la playlist sur le rebalance de Castillai, parce que par exemple, j'avais un cluster ClickHouse, qui est un outil assez complexe au démarrage à gérer, notamment dans Cube. Et du coup, bah, quand j'ai eu un rebalance, le tout premier que j'ai pris, bah, en fait, mon pod ClickHouse, bah, j'en ai perdu un sur le cluster et ça m'a donné un état assez instable, en fait. Donc du coup, c'est vraiment, je pense, quoi, c'est une des solutions qui peut exister parmi d'autres, hein, bien sûr, pour pouvoir pallier à des problématiques pour une bonne adoption de Cube. Ouais. Ok, donc on passe au slide suivant. Toujours la magie, c'est le fait qu'on arrive à bouger ce pod ou ce conteneur sans interruption, sans démarrage. Techniquement, j'ai déjà expliqué comment ça se passe, c'est quoi l'approche, les daemon sets qu'il faut déployer, le fait qu'on va pas couper la session TCP. Ça va, en fait, why do it I need this Kubernetes environment? Ok, ça c'est important. La question qui se pose, pourquoi? Pourquoi on a besoin de faire de CLM, Container Migration? Raphaël, il pose la question, est-ce que cette solution est disponible pour Azure? Non, mais GCP, end of quarter. On a commencé par EKS, AWS, elle est GA, Global Availability, General Availability.
avant les vacances de Noël, j'espère qu'on va sortir la version pour Google Cloud et l'année prochaine, ça va être Azure. Donc, c'est quoi la valeur ajoutée de Container Migration? Imaginons que chaque workload il peut changer de nœud sans démarrage. C'est-à-dire, il peut être un candidat spot. Ça, c'est le premier avantage. C'est-à-dire, on peut tourner les stateful sets sur des machines spot. On peut faire de workload right sizing. On change la request, on rajoute, on diminue la request avec l'in-place right sizing qui est déjà sorti. Mais imaginons si on change de nœud, on va optimiser les workloads on change les nœuds sans aucun démarrage. On prend quelques jobs qui sont long running jobs, tu vois, des cron jobs qui restent, qui passent beaucoup de temps pendant l'exécution. On peut les bouger, on peut les optimiser. Avec CAS, on se trouve avec des jobs qui bloquent l'éviction, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, un petit job à 0,5 CPU bloque l'éviction d'une machine à 64. Donc, c'est un avantage énorme. On ne coupe pas la partie TCP connection, ça c'est important. Et pensons à toutes les applications legacy où on fait un lift and shift sur Kubernetes qui ne sont pas des bons candidats pour Kubernetes, qui sont très compliqués à gérer. En fait, tout ce qui est GVM monolithique, tout ce qui est lift and shift, ça peut être un candidat pour Container Live Migration. Donc, pour résumer, quatre avantages énormes. Mieux gérer les stateful sets, élargir le scope de spot. Donc, on peut élargir le scope, c'est-à-dire on peut bouger les stateful sets vers spot, bien gérer les legacy workloads et surtout éliminer cette complexité de beam packing et de right sizing sans sacrifier la performance. Démo, c'est bon, on va attaquer maintenant. Donc, je passe la console à Jérôme pour qu'il montre comment on bouge les workloads pendant que vous jouez de Minecraft. Oh, merci Iskander. Ok, allez, un petit peu de fun. Ben, je vous propose de vous connecter, si avec un smartphone ou avec votre laptop, hein, on peut vous donner l'URL également. Donc ça doit vous donner l'accès à Minecraft. Bon, j'espère qu'il y a des joueurs de Minecraft là. Moi, je suis pas un très très bon joueur de Minecraft. C'est mon fils qui m'a un peu donné quelques astuces là ce matin. Mais donc, connectez-vous et moi, je vais partager mon écran. Alors, il faut que j'ai pas la possibilité de faire le partage. Je crois que euh, Vitotas, or maybe Skander, peut-être qu'il faut que tu me donnes la main ou que tu arrêtes le partage, peut-être. Enfin, attends, laisse peut-être les gens monter sur la. Est-ce qu'il y a du monde? Je vais vous dire ça. Là, je vois deux personnes actives actuellement. Donc n'hésitez pas, trois personnes qui sont en train de jouer. Je vous laisse encore un peu de temps. Sept utilisateurs. OK. Uh, it's you, Vitotas, who is displaying? Can I share my screen instead? OK. Vous voyez mon écran? Allez, moi aussi, je vais me connecter. Je vais essayer de jouer un peu. OK. Bon, là, on est sur Minecraft pour ceux qui. Voilà, tac, tac, on peut se balader. Voilà, à gauche, à droite. Donc, là, je vais juste regarder quels sont les, les pods qui sont sur mon Minecraft. En fait, c'est une application client-serveur, hein, donc j'ai une appli web et puis j'ai un service stateful derrière. Le service stateful, c'est ce kubewrite là. Donc, si je fais un kubectl delete pod baba dans mon namespace Minecraft,
Ah, la catastrophe, là, on a perdu la connexion. Ah ouais. Et ben voilà. Donc voilà ce qui a, bah, voilà, c'était juste pour vous montrer un peu que quand il y a un vrai état, quand il y a une application stateful, eh bien c'est une vraie application stateful, c'est pas du flan. Donc là, comme c'est un deployment, il va venir se recréer. Ça va prendre quelques secondes, mais en fait, au moment où il va se recréer, au moment où le pod va être créé, l'état et du coup la partie dans laquelle vous étiez, eh ben, va redémarrer à zéro parce qu'on a perdu cet état. Donc là, je vais essayer de me reconnecter. Voilà, là, on est reparti. Donc là, on a à nouveau 8 active users. Et là, ce que je vais faire, en fait, je vais faire juste un watch ici. Je vais aller regarder mes pods. On va aller regarder un petit peu. Donc là, le Kubright, là, c'est celui-ci qu'il faut. Alors, je vais faire plutôt un watch moins wide hein, pour qu'on voit un petit peu sur quel nœud il se trouve. Donc, ce Kubright, il est running. Il se trouve sur le nœud 53 210. Donc c'est le nœud vert qui est ici là sur l'écran. Je vais en fait lancer maintenant une migration sur un nœud 55 102 et on va retourner dans notre partie et on va continuer à jouer. On va partir et normalement à un moment donné on devrait balancer. Et ben voilà, ça y est, si vous regardez bien, il n'y a pas eu d'interruption. J'ai continué à jouer. Et pourtant, eh ben, je suis tombé sur le 55 102. Donc ça, je peux le faire plusieurs fois. Je pourrais à nouveau rebasculer sur un autre nœud. Et bah, je retourne à mon jeu. Moi, en tant qu'utilisateur, je continue ma session. J'ai aucune perte de connexion. J'ai mon pote qui a changé de nom temporairement, hein, qui est passé en clone. Mais l'adresse IP, elle a été préservée. Les connexions ont été préservées. Et mon état au niveau de mon pod, hein, au niveau de toutes les données du container ont été préservées. Voilà un petit peu pour cette démo. J'espère que ça s'est bien passé de votre côté avec votre session également. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça a été... Ouais, c'est bon, ça a fonctionné, super cool, je vois, fabuleux, super intéressant. Bon, bah, merci beaucoup. On est content parce que c'est un produit enfin, c'est une fonctionnalité qui est récente. Donc, il y a eu des questions par rapport au support du CNI, quelles sont les contraintes. Donc, bah, pour l'instant, effectivement, il y a un certain nombre de contraintes, mais ces contraintes, petit à petit, on est en train de les faire sauter. On est en train d'étendre la matrice de compatibilité. Et on est en train aussi de voir quels sont les cas d'usage les plus pertinents, parce qu'il y en a beaucoup. Et peut-être d'ailleurs qu'on peut en reparler, non, Skander, des différents cas d'usage qu'on a vus. On a parlé de, bien sûr, Xavier, tu parlais d'un MOM comme RabbitMQ. On peut parler d'une base de données Postgres, hein, mais on peut aussi parler d'un job, hein, un job qui prend 2 heures et puis bah, c'est le dernier et qu'on aimerait déplacer pour aller patcher et faire une montée de version du système sous-jacent. Donc ça, c'est des choses qui sont maintenant dans l'ordre du possible et qui peuvent simplifier la vie des SRE, quoi. Ouais, juste un petit rappel avant de revenir à Xavier pour peut-être entrer un peu dans les détails, dans les use cases. Euh, Je disais tout à l'heure, on supporte EKS. Raoul, Arthur, Robert, Gilles, Denis, Joël, si vous êtes intéressés, allez sur le mode read-only, connectez vos clusters sur la console cast. Ça va prendre rien, c'est un pod que vous allez installer. Vous allez voir les workloads qui peuvent être des candidats pour Container Migration. Vous allez voir combien vous pouvez optimiser votre cast. Vous allez voir aussi toute la partie performance, s'il y a des workloads qu'il faut rajouter de CPU ou de mémoire. On vous offre le mode read-only gratuit, c'est important. Google Cloud, j'espère que ça va être fin d'année, avant les vacances de Noël, pour pouvoir aussi migrer du workload sur GKE, et 2026 pour Azure. J'aimerais bien aussi revenir sur le point que tu as déjà remonté, Jérôme. C'est important de voir quels sont les use cases. Xavier, je te laisse peut-être développer un peu cette partie-là. Quels sont on va dire, les use cases les plus importants pour un CRE pour éliminer cette complexité de gestion sur Kubernetes. Ouais, pour moi, bah, de toute façon, c'est assez classique. En fait, c'est les trucs entre guillemets qu'on a au quotidien,
et qui freinent en fait la fluidité pour Kubernetes. Ils sont pas faits pour Kubernetes. On les connaît un petit peu tous parce que c'est les trucs, voilà, on veut faire un upgrade de Kubernetes, on sait qu'on a cet applicatif-là qui tourne et on sait que va falloir guetter le truc, y aller node par node, faire attention quand on va arriver à celui-ci, il va falloir le migrer différemment, vérifier s'il est running par running, etc. Là, du coup, par exemple, sur un upgrade de cluster cube, ça permet d'y aller relativement smooth, quoi, en fait. Et je trouve ça assez sympa. Après, sur les bases de données aussi, par exemple, là où je trouve que ça peut être utile. Alors, ça n'empêche pas que derrière, il faut quand même garder, comme je disais tout à l'heure, euh, je pense que quand même à terme, alors je veux pas vous faire de la contre-pub, mais à terme, l'objectif c'est quand même que les boîtes essayent de tuer ces types de comportements, quoi, en fait, mais qui me semblent quand même assez résistants et qui sont importants à couvrir, quoi, en fait, de ce type de workload. On a aussi, ouais, sur les bases de données, par exemple, les bases de données qu'on besoin de, par exemple, quand il y a une coupure un peu forte sur un Postgre ou autre, il y a besoin de rejouer une partie des write-ahead log des walls, quoi, en fait, pour pouvoir recharger, se remettre en état, ce genre de choses où on n'est pas garanti que ça se passe toujours smooth à 100% à chaque fois, ou voire même ça peut durer un certain temps parce qu'on a peut-être besoin de recharger des éléments, voire même, et ça c'est assez classique, c'est que on a beau avoir quelque chose qui se restart tranquillement, on a perdu la partie cache mémoire ou ce genre de choses. Donc du coup, il va falloir le temps que ça se régénère. Et ça se fait pas forcément toujours en claquant des doigts. Donc c'est quelque chose qui est assez important à prendre en compte. Après, on peut se poser des questions sur les limites un petit peu de l'exercice, hein, sur quelle est un petit peu la limite Scander, par exemple, sur un nombre de pods qu'on pourrait avoir au même moment. Je pense que la réponse est assez évidente, mais Ouais, on n'a pas de limite sur le nombre de potes. Donc, en fait, le temps d'exécution de Container Lab Migration dépend principalement de la taille mémoire. On va prendre de 10, parfois 20 secondes, parfois 30 secondes. C'est en fonction de la taille du workload, mais il n'y a pas de limite. La promesse de CAS, c'est de automatiser les tâches, enlever la complexité. Donc, vous allez voir quand vous êtes en mode read-only, vous allez voir quels sont les workloads les plus gros en termes de CPU, en termes de mémoire. Il ne faut pas oublier, CLM, c'est une fonctionnalité. Il y a le beam packing, il y a le Whoop, il y a la partie workload right sizing, ce qu'on appelle Whoop. On va sortir un produit qui s'appelle Omni pour juste revenir aux questions de, je pense, Guillaume ou Yoann, il a posé une très belle question. Est-ce que Cast peut migrer un workload entre deux cloud providers? Oui, c'est possible. Il s'appelle Omni. C'est un produit qui va chercher la GPU la moins chère entre différentes régions. Et donc, du coup, avec Cast, vous pouvez faire de offloading. Donc, c'est possible. Donc, moi, juste, je mets toujours l'accent sur le fait que CLM, c'est une capability, une fonctionnalité, et le produit, c'est l'optimisation et l'automation. Mais en ce moment, on n'a pas beaucoup de limitations. Donc, on travaille tous les jours pour enlever les limitations, pour aller vers GKE, pour aller vers Azure. Comme ça, vous pouvez utiliser Cast demain sur AWS, mais peut-être l'année prochaine sur Azure. Donc, c'est le temps et de... Et Xavier, je te laisse. le cas d'usage aussi qui peut arriver, hein, c'est t'en as un petit peu brièvement parlé, alors sans mettre les mots, mais quoi les mots sur les mots, quoi, entre guillemets, c'est les life cycles, le tuning des life cycles dans Kubernetes, hein, donc les startup probe, liveness probe, readiness probe, qui sont pas toujours évidents suivant les workloads, les applicatifs. Alors legacy ne sont pas toujours dotés de ce qu'il faut, la route ILS qui correspond à une vraie, un vrai, un vrai container ready, etc. Et du coup, ça c'est aussi un moyen de, voilà, de continuer à avancer parce que les développeurs, des fois, le produit pousse pour que ça aille vite, 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 et les trucs qui sont un petit peu legacy comme ça, finalement, le but c'est pas de remettre une couverture dessus. Et en fait, c'est un jeu d'équilibre entre la volonté de continuer à pousser du produit rapidement, ne pas se préoccuper, comme ça existe souvent dans les boîtes, ne pas se préoccuper trop du legacy en se disant ouais c'est pas la priorité parce que ce truc-là on le tuera, on le tue pas tout de suite, ça va durer 1, 2, 3 ans avec ce produit quoi, avec cet applicatif-là. Mais le problème c'est que pendant ce temps-là, le cluster cube lui il a besoin de vivre et le SRE ou le sysadmin ou le platform engineer lui il a besoin d'un truc qui reste relativement facile à maintenir sans trop se poser de questions sur
l'applicatif qui est posé dessus. Et ça, c'est vraiment super important parce que conceptuellement, Kubernetes est fait pour ça. Tout à l'heure, il y avait la question qui est intéressante, plutôt conceptuelle, c'est pourquoi ça n'a pas été livré ou pourquoi c'est pas complètement packagé dans Kubernetes ce type d'outil. Parce que conceptuellement, dans la théorie, en fait, le but c'est d'éviter ce type de workload-là, sauf que dans la réalité et dans la problématique du quotidien des gens, en vrai, ces workloads-là, ils existent. Alors, je vais pas dire dans toutes les boîtes, mais il en existe dans énormément de boîtes. Et c'est vraiment un frein parce que c'est le vilain petit canard, cet applicatif qu'on va devoir gérer avec parcimonie, alors que le but de Kubernetes, c'est d'essayer de fermer les yeux et de dire de toute façon, le truc, il va redémarrer et je me pose aucune question. En fait, non. Et puis, comme on le disait, sur les workloads qui sont vraiment stateful, type base de données, il y a aussi un côté rassurant quelque part. C'est de se dire, pour les boîtes qui vont à reculons en mode moonwalk pour passer des bases de données dans Kubernetes, c'est de se dire, ouais, non, mais j'ai la garantie aussi, ceinture et bretelle, quoi, entre guillemets, que déjà, j'utilise peut-être un opérateur qui m'apporte des garanties sur le lifecycle, etc., mais je fais pas confiance au truc et je rajoute une surcouche supplémentaire de sécurité pour me dire, de toute façon, je maintiens la mémoire, etc. Donc, même en termes de perf, finalement, j'ai des caches qui restent à jour, ce genre de choses. Et c'est voilà, c'est une option supplémentaire, quoi. Je trouve ça assez intéressant. Ouais. En attendant que tout le monde participe au scan du QR code pour gagner les AirPods, moi je prends quelques questions. Est-ce que Cassia calcule le coût actuel du cluster théoriquement et les savings? Oui, Nicolas, on fait ça dans quelques instants. Vous juste déployer le pod, on est dans le lit, on va vous dire combien vous payez sur AWS, GCP ou Azure et combien vous pouvez optimiser avec Cast. Si les gens veulent voir sans l'installer, vous pouvez aller voir la playlist. Je fais pas de la pub, mais vous pouvez avoir la playlist qui est sur la chaîne YouTube. Je l'ai fait à la fois sur Vagrant où là du coup on n'a pas on peut même faire vous proposer ça en fait de faire une évaluation on-prem quoi en fait, c'est-à-dire on rentre nous-mêmes l'équivalence on va dire du coût de la ressource CPU et de la ressource mémoire et Cast du coup fournit une comptabilité finalement de ça théorique par rapport au coût qu'on a dans l'entreprise quoi entre guillemets. Et puis également, j'ai fait une démo par rapport, alors je crois que c'était un cluster GKE quoi en fait, et par rapport à un cluster GKE, on fait même le rebalance et du coup on voit exactement l'avant. En fait, c'est un peu comme le Terraform Plan. C'est ça qui est cool, c'est que il y a le avant, donc on sait combien on dépense à peu près au moment donné, et on n'a pas obligation d'attendre d'avoir déjà la facture, le billing GKE pour avoir cette estimation là. Et puis on peut passer en mode apply où là, il va faire un rebalance. Alors, on peut même lui dire, écoute, tu rebalances, mais pas ce nœud-là, tu rebalances que ces nœuds-là, etc. Et là, c'est parti pour un jeu de chaises musicales qu'on aurait du mal à faire manuellement, quoi, concrètement, pour passer des pods et créer de nouveaux nœuds optimisés en termes de coûts et les passer dessus au fur et à mesure. Et c'est là aussi, d'ailleurs, dans ce cas de rebalance, je trouve que le mode où on conserve les connexions et la mémoire, c'est assez intéressant parce que du coup, je pense que là, on clique sur le bouton, on se pose beaucoup moins de questions et on se dit, OK, on est parti pour 5 minutes où ça va bouger un petit peu. Mais en fait, on perd rien, quoi. Donc, ouais. Juste, il y a une petite question qui se répète sur le pricing. Ça va rien coûter. Pourquoi? Parce que notre modèle, il est basé sur un retour sur investissement. Je vous donne un worst case et un best case. On a une banque à Dubaï. Pour chaque dollar, ils payent Cast. Ils font de 4 costs de 5 dollars net. Donc, c'est un retour d'investissement de 500%. Parfois, il est 350%. Parfois, il est 300%. Le pire des cas, le worst case, c'est un ROI de 250%. C'est-à-dire, pour chaque dollar, vous allez optimiser 2,5. Donc, normalement, nous, notre pricing, il est basé sur un ROI. Donc, les clients restent avec nous. On a un churn rate de 0%. On n'a jamais eu un churn, tout simplement parce qu'il y a la valeur de Cast. On arrive à maintenir le saving vers un niveau optimal. Et pour chaque dollar, les clients récupèrent 2, 3, 5 jusqu'à 6 dollars. Ce qui est important aussi à voir, parce que souvent dans ce genre de truc, je reviens un peu à ce que je disais au début, alors c'est pas pour faire de la pub à tout prix, hein, mais il y a quand même un facteur qui est important dans la gestion d'un cluster Kubernetes, c'est les personnes qu'on met derrière, en fait. Et sur ce type, pour l'avoir fait moi-même pendant plusieurs années et on va dire quasiment chaque semaine, checker les ressources, etc., demander aux développeurs quelle RAM on met, etc., resizer avec les risques de resize en prod, etc. C'est un temps en fait assez important.
qui est pas. Alors bon, derrière, après, on a bien sûr de l'observabilité qui permet quand même de s'aider. Il y a aussi des plugins kubectl ou Kubernetes qui existent pour aider largement dans la prise de décision. Mais en fait, il faut qu'il y ait toujours quand même quelqu'un qui soit là quand même un peu pour valider les choses. Là, il y a un accompagnement qui va un petit peu plus loin quand même. Ouais, beaucoup plus loin, même, d'ailleurs. Super, je prends quelques questions. Les PDP, autres, dans le contrat d'engagement et pour 100%, non, c'est pas comme ça. En fait, notre pricing, il est basé sur de CPU optimisé, mais à la fin, quand vous faites vos calculs, vous allez voir que le ROI, il est entre 250% jusqu'à 600%. Tu vois? Donc, c'est pas pour 100 dollars, vous allez régler 250. Donc, imaginons un cluster qui coûte 10 000 euros. Avec l'optimisation de Cast, il passe à 5 000, donc on fait 50%. Donc, Cast, ça va être entre 20 et 25% de frais. Donc, il faut toujours penser à un retour sur investissement. La partie CLM, ça coûte rien aussi. C'est inclus dans le pricing d'optimisation. Tout ça, c'est visible dans notre mode read-only. Quand vous allez cliquer, déployer l'agent en cast read-only, vous pouvez voir qu'est-ce que vous pouvez optimiser, quel type de workload peuvent être migrés ou non. N'hésitez pas à aller sur le lien si vous voulez jouer et gagner potentiellement. Euh, vous avez Jérôme qui vous a partagé dans le chat du webinaire le lien. Apparemment, ça marche pas non plus, dit, je crois que Ah. c'est Christophe qui dit que ça marche pas non plus. Je vais me renseigner. Il y a un point très important que je n'ai pas mentionné dans le pricing. C'est vrai qu'il y a un impact sur les coûts, mais aussi imaginons la complexité que Cast va éliminer avec l'automation. Donc, on a des clients maintenant qui partent en vacances tranquilles. Moi, j'ai un client en Espagne qui me dit, grâce à Cast, j'arrive à gérer les spikes, il n'y a pas de problème de d'OM, j'arrive à gérer de trafic sporadique parce que je ne veux pas faire de babysitting, je ne veux pas faire de bricolage sur le cluster Kubernetes. Donc, il y a un gain énorme en termes de récupération de temps. Parce qu'il y a beaucoup de temps investi par les DevOps, les SRI, à tweaker, right-sizer, faire des alertes, monitorer. Tout ça, ça va être offloadé à l'automation. Ça, c'est important aussi. Et vous faites aussi là, tu peux peut-être en dire deux mots. Alors moi, je connais quoi, j'ai pas testé ces produits-là spécifiquement, mais la partie sécurité, quoi, un peu d'audit de sécurité, cluster cube, RDS aussi. Vous faites, je crois que vous avez de l'optimisation d'instances RDS, ce genre de choses, il me semble. Euh, Oui, on a un produit qui fait ce qu'on appelle Database Optimizer. C'est un cache intelligent, c'est un smart cache qu'on va mettre au milieu et ça permet de maximiser le hit rate et ça génère de savings énormes aussi et ça améliore beaucoup les performances. Donc, il n'y a pas que CLM. CLM, c'est une fonctionnalité dans la partie optimisation Kubernetes, mais on a un produit Omni que je disais tout à l'heure, qui fait de l'offloading, qui cherche la GPU la moins chère. On a un produit qui s'appelle AI Enabler qui permet de intelligemment scaler les LLM et faire de ce qu'on appelle self-hosted LLM. Donc, au lieu d'utiliser les managed services comme OpenAI et tout, donc on va vous aider à déployer les LLM chez vous, dans votre VPC, et DBO, c'est la partie optimisation de DB. C'est tout un plateforme, c'est plug and play, vous pouvez utiliser plusieurs produits. J'invite toujours les invités à aller sur la console et connecter vos clusters. Oui, ça c'est aussi ça, un point très important. Euh, Cast AI, par exemple, on a des clients qui viennent vers Cast pour aussi améliorer la performance et la stability. Parce que on voit la partie workload right sizing qui permet de migrer les workloads entre les nœuds sans démarrage. Parfois, on va réduire la request, mais aussi il y a des cas où on increase la request, on rajoute la request. Et ça améliore beaucoup la partie stability. Donc, c'est un produit qui est fait pour ne pas sacrifier la stability, mais pour améliorer la stability. Donc, c'est pas de cost saving qui va impacter la performance, mais non, c'est un cost saving qui garantit la performance. Je prends quelques questions dans le Slack, dans le chat section. Là, le lien est peut-être pas le bon, c'est ça, hein. Ok. QR code. Donc, du coup, je vous laisse scanner le QR code. N'hésitez pas à poser des questions sur la partie automation, optimisation Kubernetes, AI enabler, LLM. Donc, on a encore 7 minutes ensemble. Et les tailles de cluster que
que vous avez du coup que vous avez actuellement en support entre guillemets ou dans les entreprises où c'est quoi, quel type de taille de cluster? Donc, tu peux... Donc, les clusters commencent de 32 CPU jusqu'à 150 000 CPU. Ah oui, ok, Ouais. costaud. Ok, Et c'est quoi le d'ailleurs, packing pour le monopode? Ça, c'est une très belle question. Le beam packing, c'est le concept de compacter le cluster. Bouger les pods entre les nœuds, supprimer les machines qui ne sont pas utilisées ou qui sont vides. Donc, s'il y a un single replica, par exemple, on a un truc qui s'appelle Evictor, on va pas toucher ça. Mais on a un mode agressif qui va bouger les single replicas. Donc, même il y a de single replicas, c'est-à-dire un deployment qui est déployé avec un seul replica, on va pouvoir le migrer. Et grâce au Container Lab Migration, le beam packing il va être effectué sans démarrage. Donc, vous allez garantir la stabilité, l'uptime et bouger ce workload vers une machine moins chère ou vers une autre machine et supprimer la capacité n'est pas utilisée. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question, Jérôme. Il y a une autre question de Guillaume qui demande si on prend en compte les CUD, les saving plans, les... Très belle question. C'est une très belle question. J'adore cette question. Donc, la plupart des clients viennent vers nous. Ah, j'ai de saving plein, des arrays. Ça ne sert à rien d'utiliser Cast. Mais non, c'est l'inverse. Grâce à Cast, vous allez maximiser ce qu'on appelle la couverture de ZSP et de Zarai. Donc, vous pouvez avoir un commitment de type N2, C2. Et grâce à Cast, l'autoscaler, il est intelligent pour utiliser ce genre de machines qui sont couvertes par un saving plan et un array. Et un point très important, l'autoscaler, quand il prend la décision, il va toujours chercher les discounts appliqués par les clients. Donc, vous pouvez uploader ou importer ces discounts et on vient de sortir un truc qui s'appelle Cloud Connect. On fait de auto-discovery de tous les saving plans chez vous. Donc, soit vous connectez un cluster avec le mode read-only, soit vous lancez le mode Connect Cloud. Et ça, grâce à ça, on va importer les saving plans et les arrays. Et tout ça, ça va être injecté dans le système de précision de Cast. Donc, il n'y a aucun conflit entre Cast AI et vos saving plans et arrays. C'est l'inverse. On va vous aider à utiliser ça intelligemment. Il semble donc, qu'il y ceux avait un qui souhaitent. problème en fait sur... pardon Xavier. Ah Euh, non, j'allais dire à peu près la même chose que toi, je pense. Ceux qui veulent jouer, là, c'est le moment de le faire. Le lien est fonctionnel. voilà, ça fonctionne maintenant. Ouais. On attend que tout le monde se mette dessus, c'est ça, je crois. La première question. Ok. 34 personnes qui jouent, bah ouais, ils sont motivés, là. Alors, Le live migration, pour quelle plateforme, du coup, est-il disponible? le live migration, hein, pas Ouais, Cast AI de manière générale, spécifiquement la fonctionnalité dont on a parlé ce soir. Parfait. Effectivement, c'est EKS aujourd'hui. On rappelle hein, GKE d'ici la fin de l'année et AKS suivra. il y a des rapides. Il y a des points il y a des points de bonus pour les plus rapides. Bastien, bien joué. Ouais. Allez, deuxième question. C'est quoi la version minimale pour utiliser Container Live Migration? Alors ça, je ne sais pas si on l'a dit, hein. Je pense qu'on l'a pas dit. Mais Ouais, on peut se douter un peu, je pense, à mon avis. c'est dans les slides, normalement. C'est dans les slides. Ouais. C'est 1.3, 0. Elle était un peu dure, celle-là. C'était peut-être un peu Ouais, dur. là, pour le coup, là, du coup, c'est plus-
Ah, faut bien départager, hein, c'est le jeu, hein. Ça, c'était dans les slides aussi, si vous avez été attentif. Ouais, ça se déduit aussi. Parce que tu as évoqué la liste de ce qui était supporté, Scander. Ouais. Suspense. Ouais. Demon 7, ouais. Voilà, c'est tendu, hein? Ouais. Ah, Pingu, c'est bien. Ça, c'est intéressant. Ça, je l'ai dit plusieurs fois. Ouais. Ouais. Effectivement, ça reste la logique réseau. On peut pas non plus faire des miracles au-delà de l'impossible. Tu vas pas mettre une IP qui appartient pas j'allais dire un VLAN, mais, mais un AZ différent. Ouais. Ouais, dans le disons, c'est vrai, Guillaume, mais aussi la partie génération family, c'est important. Parce qu'en fait, c'est ça l'intérêt d'utiliser les machines gérées par CAS. C'est Amazon Linux 2023. Ça, c'est facile, celle-là. Hum. Et qu'on a évoqué aussi ce point-là. Donc. Yes. Ouais. En même Board. temps, le container building, c'est quand même largement couvert par plein d'autres choses à côté. Je pense que c'est pas, quoi, c'est déjà bien couvert, effectivement. Pingu, félicitations. Trop fort. Bravo, bravo. Et au passage, un grand merci à Vitotas qui est derrière, qu'on voit pas, qui est caché. Thank you, Vitotas, pour The You're more than Organization. welcome. Ouais. Euh, Il y a une question qui a été posée par Mehery. D'un point de vue sécurité, ça se passe comment? Il faut qu'on vous trace sur nos AWS, account subscription, hébergement. Ok, c'est une très belle question. Le mode read-only, il n'y a rien, il n'y a pas de permission demandée. C'est un agent qui va tourner pour créer ce rapport de Variable Saving Dashboard. Mais si on active l'automation, on passe par un cross cloud account avec des permissions pour créer et supprimer des machines. Donc, on a ce qu'on appelle, on va suivre le principe de least privilege et on demande des permissions pour supprimer des machines et rajouter des machines. C'est tout. Donc, Euh, Tu peux voir ça. félicita- Ouais. ouais, j'allais dire félicitations à Pingu. Pour qu'on sache qui est Pingu et qu'on sache où lui envoyer son cadeau, il nous faut quand même qu'il nous donne son adresse email. Donc, soit Pingu se dévoile là dans le chat, ou alors il m'envoie un mail jérôme@cast.ai et on fera la suite, quoi. On Ah, fera le c'est Romain. transfert. C'est Romain. Super. Allez, Romain. Bravo, Romain. Bravo, ouais. Trop fort. Alors j'ai une question moi euh, par rapport ouais, aux rebalances, etc. Comment c'est en fait les entreprises qui faisaient du Terraform avant en fait et sur lesquelles du coup ça vient un petit peu par rapport au GitOps, un petit peu je vais pas dire en contradiction, mais c'est on accepte finalement de passer sur une IA qui va gérer le cluster cube quoi en fait. Il y a pas mal de discussions à l'heure actuelle sur le web autour de
la fin du GitOps avec l'arrivée de l'IA, le LLM, etc. Enfin, et du coup, finalement, ça, c'est un petit peu, on va dire, sous cette couverture-là, mais de manière un petit peu différente. Mais j'imagine que derrière, les sociétés qui adoptent Castillai se disent sur Terraform, le cluster cube, bah, finalement, bon, il est géré par Castillai, et c'est comme ça, quoi, en fait. Non? Non, pas tout à fait. En fait, il est toujours géré par Terraform. Enfin, Terraform, Crossplane ou Crow, peu importe en fait hein, la manière dont on déploie. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, plus personne ne met en dur à recoder le nombre de nœuds de son cluster. Ouais. Il est Tu dynamique. raisonnes pour strictement, quoi, là. Toc, et point barre, ouais. Et plus personne non plus, ça c'est dans les mois, années à venir, ne mettra les requests en dur, puisque aujourd'hui, avec la 1.33, on fait du in-place right sizing et que du coup, il est beaucoup plus intéressant d'aller faire évoluer sa request par rapport à son besoin réel. Donc le VPA et HPA sont également maintenant un standard. Mais on va toujours utiliser notre infra as code pour déployer nos L, notre Argo CD, notre Flux CD. Ça, pour moi, Le cast, je me souviens plus, mais cast ne change pas les nodes pool. On garde les mêmes types de nodes pool. Non, les nodes pool évoluent forcément sur les types d'instances. Quoi, là, c'était. Donc, au du coup, choix, tu on peut garder, on peut ouais, avoir garder, on peut garder les node pools existants. Par exemple, si vous avez Carpenter et que Carpenter est très, très bien optimisé, on gardera Carpenter, on gardera les node pools correspondants. Et on mhm, viendra au-dessus proposer du right sizing des requests, du CLM, et éventuellement de l'Omni, comme a évoqué Skander. Donc, donc finalement, les concepts de notre pool, non, on va les garder. Après, d'accord. on en profitera grâce à l'outil pour vérifier si les node pools, le design qui était effectué, est-ce qu'il est toujours intéressant, est-ce qu'il est toujours valable, ou est-ce qu'au De toute contraire, façon, après, il y a toujours l'aspect plan entre guillemets de Castilla, c'est-à-dire il nous dit tiens attention, moi je passerai sur ça, tel type d'instance, et du coup rien n'empêche de pouvoir appliquer soi-même aussi quoi, via Terraform éventuellement l'optimisation suggérée par Castilla, de toute façon sans passer par le rebalance total quoi en fait. exactement, on peut très bien faire ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que il n'y a rien de mieux que de faire les choses de manière automatisée, parce que Hmm, ça va permettre de le faire dans le temps, en continu. Et ça, le Terraform, on peut l'appliquer, bien sûr, à la création du cluster, mais tous les jours, en temps réel, il faut un outil automatisé qui fait les choses à notre place, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Voilà, bah écoutez, merci d'être resté jusqu'à cette heure tardive avec nous. Merci Xavier, Merci, et merci à tous, merci à vous. ouais, Sympa. merci à tout le monde d'être là avec nous. Et puis on est souvent sur les conférences, que ça soit KubeCon bien sûr. Euh, c'est plus le KCD, là je l'ai plus en tête, mais je vois Jérôme qui est présent. Cloud Native Days France. Cloud Native Days France, on sera présent aussi au Cloud Native Days France. Ouais. Donc DevFest voilà, aussi. DevFest Nantes la semaine prochaine, je crois aussi. Ouais, on va avoir un DevFest booth. Nantes, tout à fait. Atalanta aussi. Cubico Atalanta, si vous êtes aux US, vous partez aux US. On est partout. On est partout. Merci Et Cloud encore. Native Days France, je crois qu'ils cherchent des speakers. Je vais pas faire de la pub pour eux, mais je crois où c'est peut-être en train de se boucler. Donc ceux qui veulent, c'est le moment d'y aller. Mais je dis ça comme ça. Moi, Voilà. je serai au SRI Days si vous êtes de passage au mois de novembre. Voilà. Bon, à bientôt D'accord. en tout cas. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. Merci Xavier. Merci Xavier. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée.